après avoir accompagné plusieurs étudiants qui soit suivaient des formations, soit étaient en reconversion pro, soit voulaient apprendre la programmation tout simplement, en fait, j'ai remarqué qu'il y a un sujet qui est difficile quand tu les coaches, c'est la compréhension de Git et GitLab, GitHub, etc. Souvent GitHub, parce que c'est souvent la plateforme GitHub qui est mise en avant. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, pas de faire un tutoriel complet sur Git, mais d'essayer d'expliquer pour comprendre Git. Et donc de donner des clés pour comprendre un peu comment ça se passe, juste rapidement, histoire de te faciliter ça si tu es en plein apprentissage de Git et du versionning. Alors on passe sur l'ordinateur, et sur l'ordinateur, comme tu le vois, j'ai ici un... Alors j'utilise AWAP, c'est une solution gratuite, et cette solution-là en fait te permet de de partager, comme je vais te le partager dans la description. De toute façon, tout ce qu'on va faire, je vais te le partager. Ça te permet de partager des tableaux en fait que tu auras fait directement, que tu fais directement en ligne. C'est un outil collaboratif. Donc alors pour comprendre Git, on va commencer par les bases. La base c'est quoi? C'est que ici, on va faire ici une petite boîte noire, hein. Ici là, je suis, alors on va prendre le crayon, voilà. Ici là, je suis sur mon PC. Hop, voilà, je suis là, je code, j'ai mon écran. Et mon code se compose de plusieurs fichiers. Et donc ces plusieurs fichiers là communiquent entre eux. Et chacun de ces fichiers en fait va être fait. Donc par exemple, disons que je vais faire un premier fichier ici le jour 1, le deuxième je vais le faire le jour 2, le troisième le jour 3, et ainsi de suite. En fait, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, moi, ces fichiers-là, je vais en avoir beaucoup. Et surtout, je vais avancer. Par exemple, imaginons que le jour 4, hop, on va prendre la couleur rouge pour te montrer ça. Ici, là, le jour 4, je fais 1, 2, 3, 4. Je fais un nouveau fichier. Et ce nouveau fichier-là, en fait, il y a une erreur dessus. Donc ce que j'aimerais faire, en fait, au final, c'est que j'aimerais annuler ce fichier. Ici, là, j'aimerais annuler le fichier et donc faire de telle sorte que j'annule ce fichier et je reviens à cet état-là. C'est une première fonction de Git. Git, en fait, on va avoir sur la machine locale, donc toujours ici en local. Pour le coup, je vais t'écrire ça, hop, pour que tu regardes une trace ici. Je vais mettre local. Et en fait, toujours sur la machine en local, je vais avoir mon travail. Le travail va être versionné. Donc, ce que je vais faire, pourquoi on dit versionner? Parce que je vais avoir des versions. Ici, je vais avoir une version donc au jour 1. J'appelle ça la version. Hop. Il faut que j'apprenne à écrire. Là, on va dire version 1. Là, ça va être la version 2 qui va comprendre les deux fichiers. Donc, ensuite la version 3 et ainsi de suite. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est qu'au bout d'un moment, je vais avoir, puisque à chaque version, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, on va l'écrire, faire ce qu'on appelle un commit. Je le mets ici, un commit. Donc je vais faire une validation du code que j'ai jusqu'à présent. Donc en gros, j'ai un code. À chaque fois que je fais une modification, je fais un commit, ça enregistre et ça crée on va dire une version sur ma machine locale. Tout ça pour l'instant est sur ma machine locale. Et si je veux revenir en arrière, ce que je vais créer, c'est un revert. Un revert, c'est une annulation. Donc en fait, quand j'ai ce qu'on appelle Git, donc le logiciel Git sur ma machine, il va me permettre de faire une validation et une annulation en fonction des versions que je vais valider. Bien sûr, pour pouvoir faire un revert, le revert que je fais, il revient au dernier commit fait, où je peux lui préciser de revenir à un commit donné. Donc ce qu'on va avoir, et c'est là où il va intervenir des notions d'arbre un peu, c'est qu'on va avoir quelque chose comme ça. Donc ça va être notre fil conducteur. On va avoir, on va dire ici plutôt. Voilà, on va avoir ici. Hop.
ici, on va avoir une première version. On va avoir l'application qui se développe. Donc on va vers le haut. Hein. La flèche, elle est vers le haut. On va avoir une deuxième version. Ça va continuer. Une troisième version. Hop, je continue mon chemin. Et ma quatrième version. En fait, en réalité, c'est pas des versions là, c'est des commits. Parce que ce qu'on va décider et ce qu'on va appeler vraiment version, c'est de dire que par exemple, ici, à ce stade-là, à ce premier commit là, alors c'est rarement le premier commit, mais c'est rarement au premier commit qu'on décide ça, mais on va dire que par exemple ici, voilà, j'ai ma version 1 de l'application. Souvent on dit version 1.0.0, c'est la version là, et en fait on va y venir parce que c'est justement ça le but du versionning. Et donc en fait ce qui va se passer, c'est que quand j'ai ma version initiale, petit à petit je vais avoir des bugs, je vais avoir des améliorations à faire, et à chaque fois que je vais avoir une amélioration à faire, voilà, je vais faire mes modifications, faire des commits, et ici souvent ce qu'il va y avoir c'est des phases de test. Donc on va dire avant chaque commit, ici, on va automatiser un certain nombre de tests pour pouvoir voir qu'on commit bien quelque chose qui ne va pas casser la V1. Si le test ne passe pas, si tout est cassé, on peut revenir à la V1. Et ce qui va se passer, c'est que ces petits développements, ils vont être faits par l'équipe de développement, mais ils ne vont pas être sortis directement par, disons par exemple, c'est Windows, pendant que les développeurs développaient les améliorations du Windows 7, le Windows 10 n'était pas encore sorti. Mais quand tout était bon, tout était validé, tous les tests étaient passés, qu'on avait une nouvelle version, on a sorti la version Windows 10. Donc on est passé à une version supérieure. Donc une fois que tous ces petits trucs sont passés, on va arriver ici, hop, à ce qu'on va appeler là, ici, pour nous, la V2. Les petits trucs que je disais ici, pourquoi on dit V1.0.0, c'est parce qu'en fait, ici, on va toujours être dans la V1, mais on va plus être dans la V1.0, on va être dans la V1.1 par exemple, pour faire simple, et ici la V1.2. Donc on va, voilà, allez, pas beau mon V ici, hop. Donc on va petit à petit augmenter les versions et on va avoir un cycle de vie de développement. Très important, parce que ça, pour l'instant, on est sur notre machine locale. Et sur notre machine locale, on peut le faire sans problème. Donc on a des commits et des reverts qui se font sur notre machine locale, et ça fait un cycle de vie d'application. Maintenant, on a quelque chose aussi qui est une solution en ligne. Donc là, tout ce qu'on a jusqu'à présent, hop, on va faire un gros trait ici, de couleur violet, allez, pour mettre un peu de couleur, un peu égayer tout ça. Tout ça, c'est la partie locale. Et on va avoir quelque chose de nouveau par rapport à tout ce qu'on vient de voir ici, c'est la partie en ligne. Donc ici, on va dire c'est le logiciel Git. Donc on va dire cette partie violette ici, là, hop, on va intégrer le texte ici, on va mettre Git local, entre parenthèses, logiciel. Hop. Et ici, on va avoir le Git distant sur le web. C'est ce qu'on va avoir comme solution, par exemple GitHub, GitLab, et tous ces trucs qu'on a, par exemple, on va avoir aussi la suite Atlassian, là, les Bitbucket, etc. Donc en fait, ça c'est des solutions qui vont héberger notre développement chez eux, tout en conservant notre cycle de vie produit. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je fais un revert ici, quand je fais un commit, pardon, je vais aller envoyer ce commit sur mon Git distant. On appelle ça un repository. Donc ici, le Git local, on appelle ça, hop, on va mettre ici, un repository local. Et ici, on appelle ça un repository distant.
Donc en fait, on va avoir un repo, on dit souvent repo, un repo local c'est un diminutif, et un repo distant. Une fois qu'on a notre repo local, qu'on a fait notre commit ici, par exemple à la v1.1, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir de là envoyer, je prends en rouge par exemple, on va vouloir envoyer ici, de là, hop, il faut que je sélectionne le crayon, et on est bon. Donc je veux sélectionner, je veux envoyer d'ici, une fois que j'ai fait mon commit, sur mon repository, mes modifications. Cette manipulation-là, on appelle ça un push. On va faire un push. Je ne sais pas pourquoi je n'utilise pas le texte. Ouais, voilà. Ça, vous aurez mon écriture manuelle sur tablette qui est un peu bizarre. Donc push. Là, on a un push ici. Et ce push que je fais, c'est pousser sur un repository distant mon commit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe que je bosse seul pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est tout simplement dupliquer, donc, sur un repo distant, la même chose que j'ai sur mon repo local. Ça, c'est ce qui se passe quand je suis seul et que je travaille tout seul. On va dire que je travaille sur une seule branche, la branche master. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas créer de branche dans mon repository distant. La notion de branche, on voit ça tout de suite. Donc ça, hop, je vais dézoomer. On va bouger un peu. Comment est-ce qu'on déplace? Je crois que c'est comme ça. Et on va faire ça, hop, juste à côté. Disons que moi j'ai bossé et que maintenant mon projet a grandi et que j'ai des nouveaux développeurs qui arrivent. Donc eux qui vont avoir leur environnement à eux local ici. Donc eux ici vont avoir un environnement local qui est là. Voilà. Là on a un environnement local d'un développeur numéro 2. Hop, développeur dev 2. Ce développeur 2, il a rien du tout pour l'instant sur sa machine. On lui dit tu récupères sur le repository distant le projet. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va installer Git sur sa machine et grâce à Git, il va rapatrier le projet, donc ici, à la version doc 1.0. Ici, hop. Et cette manipulation s'appelle un pull. Hop, ici, pull, comme ça, voilà. Et donc, en fait, une fois qu'il a poolé tout ce qu'il faut, alors on peut faire un pull et on peut faire quelque chose d'un peu plus complet qui s'appelle un clone. Donc on va mettre pull, clone. C'est cloner, quand tu clones, en fait, la différence entre le pull et le clone, elle est que quand tu clones, tu clones quelque chose de plus complet que quand tu pull, mais dans tous les cas, c'est push-pull, c'est plus facile à retenir. Donc on va faire un pull ou un clone du projet, on va cloner le projet. Et quand on va faire, en fait, quand on va rapatrier le projet, ce qui va se passer, c'est que on va amener avec ce projet-là toutes les versions, le versionning qu'on a. Donc il va pouvoir travailler ce dev 1, ce dev 2, pardon, comme le dev 1. D'ailleurs ici, je vais mettre dev 1, histoire qu'on n'oublie pas. Là, c'est le développeur numéro 1. Dev. Hop. Dev numéro 1. Ouh là là. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit que je ne suis pas graphiste. Hein, c'est pas mon boulot. Et donc, en fait, une fois qu'on a rapatrié ce projet en tant que dev 2, ce qu'on veut, c'est pouvoir travailler aussi. Et donc, on va créer des nouvelles versions de notre côté, des nouveaux commits. Hein, on a dit que ce pas des versions, en fait, c'est des commits. On va faire des commits de notre côté. Et à chaque fois qu'on va vouloir faire un commit, on va vouloir aussi le pusher. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec un souci un peu. On va avoir dev 1 et dev 2. On va finir leur... on va fermer leur espace de travail. Voilà, comme ça. Dev 1,
On lui ferme son espace dev2 pardon, et dev1 aussi ici. Hop, de toute façon, vous avez bien compris que ici, ce qu'on a en tant que dev2, c'est la même chose que dev1. Quand on pool, on rapatrie tout le projet, le même projet. Je vais l'écrire quand même. Donc avec le pool, dev2 rapatrie le projet en cours avec le versionning. Donc le versionning, on a dit, c'est la gestion des versions, etc. Donc des versions, des commits qu'il y a eu, des revert. Comme ça, c'est tracé, on sait qui a fait quoi, quand, et on sait déceler plus facilement une bêtise quand elle a été faite. Donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant qu'on a le repository distant ici, bah, quand dev1 et dev2 vont vouloir pusher, ils vont faire un commit chacun d'un côté, ils vont pusher, on va distribuer les tâches. D'où l'importance de la conception, du cahier des charges, on va le détailler en tâches, on va faire une matrice de conformité, on va bien dire voilà, chacun fait une tâche, on la chiffre, on dit qui fait quoi en combien de temps, etc. Pourquoi c'est important? Parce que dev1 il va travailler sur le fichier 1 et dev2 il va travailler sur le fichier 2. Pour que quand dev1 il commit et il push ses modifications, et que dev2 commit et push ses modifications, il n'y ait pas de conflit. Parce que le risque, en fait, c'est que si ici, moi, tac, en tant que dev1, je fais un push, donc j'envoie sur le repository distant, dev2, je fais un autre push sur le repository distant, et que à la ligne 5 du fichier 1, on l'a modifié tous les deux, ce qui va se passer ici, c'est que Git va me dire « Ah, erreur, tu dois gérer ici, donc on va écrire ici, hop, gestion des conflits. Non. C'est comme ça que ça s'écrit. Donc on va avoir une gestion des conflits. Et une fois que ces conflits sont gérés, on évite qu'il y ait des conflits. Parce que gérer les conflits, c'est quand tu es puni que tu fais ça. Donc on va gérer les conflits et une fois qu'on a géré les conflits, hop, ce qui va se passer, c'est que là, on est sur les repositories distants, ici, toujours. Hein. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la même chose. Bon, cette fois, je la fais vers le bas, mais tu as compris le principe. Hein. Hop, on va avoir des versions ici. Et là, en fait, cette branche de développement, il peut y avoir des conflits dessus, il peut y avoir des soucis. On voit qu'elle n'est pas très stable déjà. Parce que plusieurs devs sont dessus, plusieurs devs vont pusher, etc. Donc c'est problématique. Ce qu'on va vouloir faire, c'est faire une branche saine où il y a les versions. On va dire la branche ici des versions de Windows, donc Windows 7, puis Windows 10, puis hop, le Windows, futur Windows. Donc je vais juste faire ça comme ça, histoire de donner un peu de grain à moudre et que je comprenne bien ce que je suis en train de faire. Donc voilà, là on a trois grosses versions. On a la V1, on a la V2 et on a la V3. Et ici en fait, sur la branche ici des développeurs, on va avoir nos commits, tac, ici, qui vont être faits les uns après les autres. Et en fait, ce qui va se passer, souvent, ce qu'on va avoir, donc la V1, elle est faite. Une fois que la V1 est faite et validée, on va la prendre et on va la décaler sur une autre branche ici. On va la donner aux développeurs. Les développeurs, ils vont développer. Et quand on va dire, OK, les développeurs ont bien développé, on peut envoyer ça sur la V2, on va l'envoyer sur la V2. Et on va donner la V2 aux développeurs pour qu'ils l'améliorent, pour qu'ils gèrent les bugs, etc. Et quand ils auront fini de développer tout ça, on va dire OK, c'est bon, on a une V3 et on va envoyer ça sur la V3 de la branche de la plus importante et ainsi de suite.
Et donc on est d'accord que on va dans ce sens-là. Hein. On va dans le sens comme ça. Donc du haut vers le bas, voilà pour le coup. C'est contre-intuitif pour quelqu'un qui connaît Git, mais hop. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on va avoir des branches comme ça. Et on peut avoir la branche des développeurs front, on peut avoir la branche des développeurs back, on peut avoir la branche. Donc on va avoir des branches ici. À chaque fois, on va avoir des nouvelles versions, des nouveaux commits sur les branches, etc. On va dire par, c'est pas fait, c'est pas obligé de faire comme ça. Par convention, voilà, c'est ça le mot. Cette branche là ici, on va l'appeler branche master. Et quand on n'a qu'une seule équipe de dev, souvent celle-ci, on va l'appeler la branche dev. Bien sûr, tu peux appeler tes branches comme tu veux. Le but, c'est d'avoir des branches sur lesquelles tu sais ce qui se passe. Donc voilà, c'est un peu la vision d'ensemble de Git et de à quoi ça sert Git et pourquoi on l'utilise. Donc là, on a un petit schéma, je t'ai fait un petit schéma, tu me dis s'il y a quelque chose que tu comprends moins bien, s'il y a quelque chose que tu veux éclaircir ou quoi. Mais en gros, alors une chose peut-être ici pour qu'elle soit claire, ici, là, tout ça, hop, toute cette partie-là, c'est tout ça, c'est le repository distant. Ça, c'est les machines locales des développeurs. Et ça, c'est le repository distant. Donc voilà, on a les développeurs qui bossent, chacun de leur côté, qui ont leur gestion de commit, de revert, etc. Et quand ils décident qu'ils ont terminé une fonctionnalité, ils pushent, et voilà. Et donc ce qui se passe souvent, il y a une notion importante, qui est très importante, notamment lorsqu'on commence à être plusieurs, c'est cette notion-là que je t'ai dit, c'est qu'à chaque fois ici, là, hop, tu vas avoir ce qu'on appelle, donc souvent ici, et puis ici, bien sûr. Tiens, on va faire ça d'une autre couleur, histoire que tu comprennes bien. À ces endroits-là, ici, hop, ici, avant d'envoyer en production, et ici, avant de valider, on va avoir ce qu'on appelle des tests. Pourquoi est-ce qu'on fait des tests? Et pourquoi est-ce qu'on va faire des tests automatisés? Alors on va avoir des tests d'intégration. Hop, en S, voilà. On va faire ces tests, pourquoi? Pour que, en fait, souvent on les automatise, pour que quand on push, quand on commit, etc., il y ait des choses automatiques qui soient gérées, que on vérifie déjà que ça ne ça casse pas des choses déjà existantes, ça fait pas tomber l'application, etc. Alors moi j'ai déjà vécu dans une boîte où quelqu'un a fait un push sur la branche master parce qu'il avait les accès alors qu'il ne devait pas avoir les accès et il comprenait pas trop, lui il venait plutôt du monde de Unity, du développement web, etc. Il a fait le push sur la branche master et le problème c'est que on sait pas ce que ça a changé vraiment. Et le jour où on aura l'erreur, et ben ça va être super compliqué de retrouver quand est-ce que ça a été fait. Et donc voilà, il a fait une modification directement sur la branche master et ça c'est à éviter. C'est pour ça qu'on fait des branches et ce système de gestion de branches, de commit, etc. est super important. Donc quand tu développes tout seul, bah, tu vas te contenter de versionner ton code et de le faire. Tu peux faire une branche dev et une branche master, mais en général tu restes sur une branche master sur laquelle tu vas avoir des commits pour avoir des reverts au cas où tu as des problèmes et pour sauvegarder aussi, parce que c'est une manière de sauvegarder sur les serveurs de Git. Et quand on travaille à plusieurs, voilà, déjà dans un environnement un peu plus pro, un peu plus poussé, on va commencer à faire de la gestion de branches et de la gestion donc de conflits entre les pushs, etc. Donc voilà, c'était un tour rapide de comprendre Git, comprendre un peu comment ça fonctionne Git et de pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Parce que j'ai vu vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre et qui n'arrivent pas à cerner le principe. Donc souvent ça s'utilise en ligne de commande sur ta machine. Si vous êtes intéressé par un petit tuto sur Git rapide comme ça, vous me le mettez dans les commentaires, vous me dites si vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo,
à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui vont venir sur la chaîne. Et puis à la prochaine vidéo. Ciao.